Vous savez, avec l'Algérie, la question des rapports de force n'a jamais fonctionné. Il faut que c'est clair. On peut regarder, je ne vais pas remonter 50 ans en arrière ou 60 ans en arrière, adossé à une vieille histoire anticoloniale, avec ce qu'on a appelé, entre guillemets, la diplomatie des maquisards dans les années 70. Donc, ça fonctionne assez peu. Mais il y a une différence d'approche entre les deux pays. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la France qui dit grosso modo voilà la liste, et donc il faut reprendre les 60 ou je ne sais plus combien, et de l'autre côté vous avez l'approche algérienne qui dit il faut passer au cas par cas par l'intermédiaire des laissez-passer consulaires. Donc il y a deux approches qui sont différentes et on aurait pu espérer qu'il y ait une discussion là aussi qui puisse permettre, disons, d'harmoniser les positions. Or, il n'y a pas eu de discussion. Les relations ne sont pas vraiment interrompues avec l'Algérie parce que lorsque vous avez des ressortissants algériens en France, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, beaucoup de franco-algériens qui vivent en Algérie, hein, il y a un nombre considérable, il y a un espace mixte franco-algérien considérable. Donc une circulation d'une rive à l'autre, de sorte qu'on ne peut pas dire les choses sont interrompues. Ce qui veut dire que si on le dit de cette manière-là, et je sais que nous sommes regardés beaucoup en Algérie, ça accroît l'inquiétude, disons, des populations qui vivent cela de manière très mal, parce qu'ils ont peur, effectivement, que, par exemple, la question qui va se trouver posée, qui est la plus grave pour eux, c'est la question des visas. Beaucoup plus que la question des OQTF ou je ne sais quoi, etc. La question des visas. Il faut rappeler que ce sont deux problèmes différents. Absolument. Le flux d'immigration, ça n'a rien à voir avec des gens qui sont indésirables ou considérés comme dangereux en France. Tout à fait. Le problème, c'est qu'on amalgame toutes les questions les unes derrière les autres comme une sorte de millefeuille. À la fin, on s'y retrouve pas. Récupération, instrumentalisation politique et d'escalade en permanence autour de l'Algérie du matin jusqu'au soir. Vous savez, les Algériens le vivent quand même très mal. Cette espèce de volonté à chaque fois de tout ramener à une seule cause, à une seule question, qui est l'Algérie, où on mélange tout. Les OQTF, les influenceurs, l'islam, l'immigration, l'Algérie. À la fin et à la longue, ça fatigue quand même, franchement. Lorsque la France arrive en Algérie, sous la monarchie de Juillet, c'est progressivement qu'il y a eu effectivement cette occupation totale du pays et aussi des massacres et des pratiques d'extermination qui ont commencé notamment sous Bugeaud. Donc c'est une histoire qui a duré 80 ans, donc c'est une histoire très longue, peu connue, pas enseignée dans les écoles françaises bien entendu, mais Hannah Arendt et Simone Veil, dans un article célèbre de 1943, parlent de la colonisation comme un laboratoire possible de pratiques génocidaires. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Mais il y a quand même des processus, il y a quand même des mouvements qui sont absolument épouvantables qu'on a pu constater en Algérie, que les historiens ont très bien documenté depuis fort longtemps. Les enfumades du Dahra en 1845, bien sûr, le siège de Constantine, la prise de Constantine racontée par Saint-Arnaud, c'est absolument épouvantable en 1837, l'extermination des habitants de l'Arwat en 1852 dans le sud algérien, la répression du soulèvement kabyle de 1871, qui a été terrible, avec déportation en Nouvelle-Calédonie de milliers de Kabyles qui sont toujours restés d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. En France, on a pratiqué pendant très longtemps le déni parce que il y avait une blessure du nationalisme français. Comment la perte de l'Algérie française avait abouti à une sorte de rétrécissement de la nation française. Et cette question du rétrécissement du nationalisme français a été mal vécue et pas assumée. À partir de là, lorsqu'il y a eu, disons, ce retour sur l'histoire, dans les années 2000, notamment porté par les jeunes générations, qui voulaient en savoir plus sur ce qu'avaient fait leur père et leur grand-père, alors la découverte a été terrible. C'est-à-dire, plus on prenait du retard, et plus l'histoire se rapprochait de nous. Et ce que je constate qui est extraordinaire, c'est qu'on a beaucoup parlé de la guerre d'Algérie qui s'est déroulée il y a 60 ans, mais voilà maintenant
qu'on parle de la conquête coloniale d'il y a 200 ans. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un événement qui s'est déroulé en 1830. Vous vous rendez compte, on est en 2025, dans 5 ans, ce sera 2030. Il y aura 2 siècles, la France arrivée en Algérie. دعني أجيب على سؤالك في يوم الفاتح نوفمبر. لماذا تعود أثر رجعي يعني. لا لماذا سعيد إرزي ممنوع راه في القائمة السوداء للتأشيرة إلى فرنسا؟ في فترة هذا السفير الذي كان السفير فوق العادة، لأنه يعمل بعمل استخباراتي بحت، ما عنده حتى صحيح. علاقة بالدبلوماسية. يعني هو رجل أمن، يعني رجل أمن، رجل استخبارات. أنا في عام 2017 أنا فجرت قنبلة من العيار الثقيل 2017. في قضية 2017 في قضية التأشيرات. 50 مليون أورو سنويا تديها السفارة، يعني في اتعاب التأشيرة اللي طلبوها الجزائريين وما يدوهاش، وترفض في نهاية المطاف. نعم. ومن جهة أخرى فجرت قضية كذلك، قضية إقامة السفير الفرنسي في العاصمة التي اشتراها رجل أعمال كوليناف، ثم أعاد تأجيرها للسفارة. أنا ما ندخلش في الحساب، أنا اللي ننتقد نكشف هذه الأمور. أنا مش من الصحفيين الذي نتقرب إلى السفارة ولا من أجل التأشيرة، إنما نسحق لا تأشيرتهم ولا هم يحزنون. صحيح. إذا هاي اللي كان جاوبتك على السؤال تاع الفتح نوفمبر، لماذا يعني القائمة السوداء. صحيح. وخليتها معلقة. معليش قلت لك يجي التاريخ أو جا التاريخ. جاوبت عليها بأثر رجعي. أثر رجعي أكيد.